Éric Pellado, merci d'être là, man. Merci de m'avoir invité. Bienvenue au Wannabe Podcast. Yeah. Je suis content de t'avoir ici, man, parce que, premièrement, pour les gens qui te connaissent pas, t'es écrivain, auteur, illustrateur, BDiste. Écrivain puis auteur, c'est la même affaire. Ouais, mais j'aime ça dire les deux. On en rajoute. Auteur, c'est dès que tu crées quelque chose, t'es un auteur, dans le fond. Là. Tu peux être auteur d'une sculpture aussi. Fait que c'est large comme terme. C'est ça. Ah, c'est-tu qui me l'a pas faxé? Auteur d'un crime aussi. Ouais, ça, je m'y connais. Tu fais aussi de l'humour, on the side. Ouais, on essaye. Moi, j'ai été un gros passionné de bande dessinée. J'ai dessiné depuis mon enfance que je dessine. Fait que j'ai hâte de voir ton processus créatif derrière ça. T'as sorti puis publié plusieurs livres. Ouais. T'en as amené une coupe ici aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est une coupe de petits goodies là, que je vous ai amené pour vous autres. Là. Malade! Ça fait rire, c'est-tu... Ça, celui-là, c'est un... c'est moi qui les ai fait, ces deux-là. Là. C'est tout le contenu que j'ai publié dans le magazine Safari puis dans le magazine Délire. J'ai été collaborateur dans ces deux revues-là. Fait que ceux-là, vous pourrez vous le partager, là, qui veut quoi. Là. Nice. Dans ça, c'est surtout du texte que j'ai fait, là, sauf le cover. Là, mais ça, c'est tout mon contenu que j'ai fait dans le magazine Safari. Malade! J'ai fait un collectif de ça. Mon frère, il s'avait abonné un bout. Fait que je sais pas vers quelle année t'avais fait ça. 2009-2013, quand j'étais dans Safari. Puis après ça, de 13 à 2017-2018 dans Délire. Cool. Merci beaucoup, man. Moi, j'étais un gros fan de Safari. Ouais. Quand j'ai vu ton livre, j'étais comme, wow, Azif. C'est cool que t'es vraiment gentil. Moi aussi, c'est ça qui m'a fait aller vers la BD humoristique aussi. J'ai découvert ça quand j'avais autour de 13 ans. C'est vieux, Safari. Là. Ça n'existe plus maintenant. Là, mais c'est ça, je lisais ça quand j'étais ado. Puis je rêvais un jour de pouvoir travailler pour le magazine. J'ai eu la chance de le faire pendant 5 ans. Comment c'est arrivé? T'as-tu envoyé tes dessins? Comment ça a commencé? Le premier contact que j'avais eu, c'était vraiment avant que je fasse quoi que ce soit pour eux autres. J'avais envoyé 5-6 BD, mais que je copiais le style de dessin de 5-6 auteurs qui participaient au magazine. Je me disais, c'est ça qu'ils recherchent. Puis, je pense que je connaissais pas trop comment fonctionnait Internet. Je pense que j'avais envoyé un message en cap lock. Le gars m'avait répondu en disant, là, t'es vraiment agressif. Tu me crées. C'est ça, je disais. Pas ma faute, il y avait une fan en arrière. Là, j'ai écrit fort. Fait que cette fois-là, ça n'avait pas bien passé. Puis, dans un salon du livre, ils sont souvent là. Il y avait un kiosque du magazine. Puis, j'avais rencontré une des personnes-là quand j'avais publié mon premier livre. Puis, je l'avais approché. Il cherchait des collaborateurs. Je disais, mais je vais t'envoyer une couple de jokes. Là, c'était des jokes, des vignettes, juste un gag en une image. Un peu comme je fais là, avec mon Comédie 19. Ouais. J'ai envoyé une dizaine de gags. Il m'a réécrit, il m'a dit, c'est bon, on les prend toutes. Par contre, à partir de maintenant, on ne fait plus de noir et blanc. J'avais fait ça en teinte de gris, mais dessiné sur feuille de papier, teinte de gris en crayon feutre dessus. Pour vrai? Ah, shit. Il va falloir que... OK, c'est super cool, mais il faut tout que je les redessine. Tu le faisais ça en papier aussi quand tu travaillais? Les premières BD, tout ça, c'est tout l'ancrage sur papier. Cool. La couleur, quasiment depuis les débuts à l'ordinateur, là, même à souris, là, tout le temps à l'ordinateur. Parce que j'ai haï ça colorier pour mourir. Là. Mais fait que c'est ça, c'est là que c'est parti. J'ai envoyé ça, puis après ça, quasiment à chaque numéro, j'avais une BD. Ça a commencé avec des vignettes, là, juste comme c'était le. J'oublie c'était quoi, Esprit, le nom. C'est là-dedans, je peux le voir. C'était les petites vites. Donc, les petites vites, cool, nice. Avec ça, j'ai commencé. Puis après ça, j'ai proposé d'autres gags. J'ai proposé une BD qui a donné ça ici. Ça a commencé dans le magazine Safari. Donc, ça a tout débordé le côté humour illustré. Professionnel, c'est là-dedans que ça a commencé. Là. Fait c'est bien cool, man. Je trippe, j'adore ça. C'est vraiment nice. Là, tu as sorti aussi un livre récemment avec Billy Tellier. Oui, ça aussi. Le petit monde de Billy. C'est tout un 360 depuis le début, parce que l'humour et la bande dessinée, c'était comme mes deux grosses passions quand j'étais plus jeune. Là. J'ai toujours eu envie de faire un ou l'autre, ou les deux, mais c'était la timidité qui a fait en sorte que j'ai jamais fait de scène quand j'étais plus jeune. Là. Fait que là, de pouvoir faire un projet avec un humoriste sur la bande dessinée, c'est comme genre le projet idéal. Là. C'est vraiment, vraiment cool, ça. Comment que c'est arrivé, ça?
J'étais dans un cours d'écriture humoristique, là, celui qui est offert par... Frank Grenier? Non, le NH. Ok, oui. J'étais dans le même cours que JF. Jeff Full, ouais. C'est vrai, il nous l'avait dit l'autre fois. On a fait le même cours. Et je pense que c'est la deuxième fin de semaine. Luc Boilly, qui est le prof d'écriture, autant au programme à temps plein que les cours du soir. Il avait lancé une affaire comme ça. Il dit comme... faut pas attendre après la chance. Des fois, il faut provoquer les opportunités. Tu peux pas juste t'attendre que tout va t'arriver parce que tu as du talent ou parce que tu le mérites. Là. Souvent, il faut provoquer les trucs. Il faut que tu ailles vers ça. Ouais. Puis, pendant ce cours-là, justement, je reçois un texto de Tristan Demers. Je sais pas si tu connais Tristan Demers, Gargouille, BD de Gargouille. Oui. Bon, ça, c'est quelqu'un c'est à travers lui que j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Okay. Mais à travers les années, j'ai travaillé un peu pour lui. J'ai fait des contrats avec lui. Et lui m'envoie un texto qui me dit « Hey, écoute, Billy Tellier, il voudrait faire une bande dessinée, je ne sais pas si tu connais. Faut que j'y propose des illustrateurs. J'avais pensé à toi parmi les 4-5 illustrateurs que j'aimerais proposer. Est-ce que ça te tente? » Moi, je reçois ça. Je suis comme « Fuck, yeah, ça me tente. » Fait que, première chose que je fais, c'est que j'arrive chez nous, je cherche sur Facebook pour le Facebook de Billy Tellier. J'y envoie un texto. Je dis « Regarde, je veux pas... devancer les étapes, mais... Je veux pas essayer pas de briber ou quoi que ce soit, mais je voulais dire que moi, ce ne serait pas juste une commande d'illustration. J'étais passionné d'humour depuis tout le temps. Moi, ce serait vraiment une collaboration que je voudrais faire avec toi si tu me choisis. C'est clair, il faut que tu aimes mon style de dessin, mais c'est juste te laisser savoir que mon arrière-pensée dans tout ça, c'est que moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse au bout. Puis, je vais faire une collaboration. J'adore l'humour, je connais l'humour. Enfin, je connais l'humour. Tu sais, je suis un fan d'humour, donc ça serait pas juste quelqu'un qui fait du dessin comme ça. Donc, j'envoie ça, puis il me dit « OK, fine, je vais checker ça. » Tu sais, rien de trop... ça avance pas dans rien, mais j'ai juste comme semé la petite seed. La petite seed comme ça. Et couple de mois après, j'ai envoyé mon portfolio. On était 4-5 illustrateurs, puis finalement, Tristan m'appelle, puis il me dit « Ouais, Billy, il a regardé le portfolio, il aimait vraiment ton portfolio, puis c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. Donc, on voudrait que ce soit toi qui fasse la BD. » J'étais comme « Malade! » Ouais, j'étais super content. Là. Hein? Ouais, hey, Colin, c'est quelque chose de big, man. C'est cool. Ouais. C'était un super de bon gars aussi, là, les quelques fois j'ai eu la chance d'interagir avec en personne, puis tout, ça a tout le temps été quelqu'un de vraiment gentil. En tout cas, c'est ça qu'il me dit de dire. Ça, c'est dans ton contrat quand tu parles du livre. Mais là, ça, c'était ses personnages à lui, comme vous avez travaillé en collaboration, j'imagine. Oui, ben, il m'a envoyé des descriptions des personnages. Une couple de croquis aussi. Nice. Puis moi, je faisais... j'envoie tout le temps une dizaine de personnages différents styles, selon ses recommandations, puis d'autres aussi, d'autres styles. Puis on partait de là, on a buildé à partir de ça. Puis c'était comme... c'était give and take, tout ça. Puis à un moment donné, on est arrivé avec le personnage qui aimait, qui voulait qu'on fasse, puis on partait de ça pour chacun des personnages qui a proposé. Là. Cool. Combien de temps ça t'a pris monter le livre tout dessiné? Pour faire la BD, ça a pris un bout de temps parce que le moment qu'il m'avait écrit, c'était-tu... Je pense que c'est fin 2017 que j'ai reçu le texto. Oh boy, Il est sorti en novembre l'année passée. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de back and forth au début. Tu sais, Billy, c'est un workaholic. Et à la radio, il vient de sortir un nouveau one-man show, puis il fait tout le tour des shows de TV et tout ça aussi. C'est ça. Donc, il est tout le temps go, go, go. Donc, en plus de ça, adapter des textes, les écrire, fait qu'il fallait qu'il trouve son temps là-dedans. Fait que c'est sûr qu'au début, toute la partie développement des personnages, tout ça, ça a peut-être pris un 6 mois facile à développer les personnages. Okay. Puis après ça, il a commencé à il m'a envoyé des scénarios. Ça, c'est ça l'affaire qui est vraiment cool avec lui. Tristan m'avait dit... Là, je veux pas que tu te laisses marcher ses pieds par Billy. C'est une vedette. Puis des fois, les vedettes, ils peuvent en prendre avantage. Mais c'était pas ça, pas en tout. Il s'est dit, j'ai jamais fait de BD, donc je me fie à toi sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Puis je recevais le scénario, je disais, OK, ben, ça, je le découperais comme ça. Ça, ça serait mieux dessiné que dit. Puis même des fois, c'est arrivé, même plusieurs fois où je disais, hey, qu'est-ce que tu penserais de tel gag ou telle affaire? Je trouvais ça fitterait avec le personnage, puis tout. Puis je dirais, dans 80% des cas, il acceptait les jokes que je proposais dans le scénario. Fait que ça, c'était vraiment cool. J'essayais pas d'abuser non plus. Puis on disait, OK, ton histoire, on scrape ça. C'est plus un chien. Moi, je change ça complètement. Là, puis, mais c'était juste, j'y allais vraiment dans
j'ai écouté un paquet de ses capsules pour être certain de bien connaître les personnages aussi ouais. pour que ça fitte avec tout ça. Fait que c'était vraiment une interaction qui fait en sorte que là, on a commencé le tome 2, qui m'envoie ses scénarios avant. T'sais, on a eu comme une rencontre de groupe, et puis il dit avant de l'envoyer à la directrice littéraire, j'aimerais ça envoyer mes scénarios à Eric, tout ça. Puis il disait non, mais elle s'y connaît à travers dans le milieu de l'humour, tu peux y envoyer directement à la directrice littéraire. Il disait non, mais c'est parce qu'on a une bonne vibe ensemble, on travaille bien ensemble, c'est ça, back and forth, puis après ça, on a déjà une bonne base, puis après ça, là, ça pourra être révisé par la directrice littéraire, fait qui me donne ce pouvoir-là. Moi, je trouve ça vraiment cool, là, c'est vraiment le fun, puis c'est ça, là, on est sur le... Tu vois qu'il respecte ce que tu fais. Puis c'est mutuel aussi. Là, non, exactement. Là, puis là, on parle d'une série animée possible là, avec ça. Parce que l'animation, pour le show avec Billy, si le show prend vie en animation, est-ce que c'est toi qui va... C'est pas moi qui animerais. Non, c'est clair. Je sais pas quel rôle j'aurais sur un show, sur une série animée. Les personnages seraient inspirés du style que j'ai fait, mais j'oserais être consulté pour s'il y a des nouveaux personnages inventés, tout ça. Si je peux avoir une implication, c'est sûr qu'ils vont faire affaire avec un studio. Fait que le studio, d'avoir un dude de Nowhere qui arrive sur le show, ce serait peut-être pas tant la bienvenue, mais c'est plus par rapport à respecter le style puis que mon nom soit écrit dans les crédits par rapport à... Ça, je serais déjà super content de ça. Ce serait comme le consultant, genre. Oui, c'est ça. Consultant au contenu. Exactement. Mais j'en ai fait de l'animation, beaucoup de sites Internet. J'ai animé 20 quelques minutes d'un personnage de Tristan Demers, que je mentionnais tantôt, qui s'était retrouvé à l'aéroport de Montréal. Il y avait une section enfants, là. Puis, dans cette ère de jeu-là, mais il y avait des dessins animés qui jouaient en loop. Okay. C'était basé sur ces personnages de BD qui s'appelaient des mini-maniacs. Puis moi, j'ai animé toutes des capsules de... C'était 2 minutes, 1 minute. Il y avait 20 capsules d'1 minute que j'avais faites. Nice. Le son, puis tout. Quand il manquait de son, mais je l'enregistrais chez nous avec l'équipement que j'avais. Là. Des bouteilles d'eau. Ah oui, c'est ça. Là, il est dans une salle de cinéma, il mange du popcorn, il m'enregistre en train de manger du popcorn. Puis... C'est comme j'avais fait un court-métrage une fois, puis c'est avec Matthew, puis il marchait dans la neige, fait que j'ai juste pris un bol de riz, puis je punchais du riz. Ça sonne comme la neige, aussi. On peut s'en faire. Mon court-métrage que j'ai fait au collège, en dessin animé, c'est une affaire de super-héros. Puis je voulais avoir un narrateur qui avait une voix comme le gars qui annonçait les bandes annonces dans le temps. In a world. C'est ça. Puis... il n'y avait pas personne qui avait la voix. Il y en a un qui avait une pas pire de voix. Puis je dis, OK, je vais essayer avec lui. Puis elle n'était pas à la hauteur de ce que je cherchais. Un matin, je me réveille, je suis enrhumé que le Christ. Puis j'ai une voix qui est super rauque, super grosse. Je m'enregistre. Fait que la voix que j'ai là-dessus, c'est ma voix super enrhumée que j'ai mis. Fait que on se débrouille avec les moyens du bord. Mais là, si mettons, on en retourne à la base, là. Oui. On en retourne au début de ta carrière. C'était où ta naissance artistique? C'est quand que t'as fait... Je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. On retourne loin en tabarnouche. Je pense qu'on retourne au primaire. Le plus vieux que je peux retourner, que j'ai des preuves physiques, c'est en 4e année. Cool. Parce que dans mon album Souvenir du primaire, à chaque année, tu peux mettre des travaux, des photos, whatever. C'est qui tes amis. Puis il y avait une affaire, c'est écrit « Quand je serai grand, je serai... » Et puis là, tu pouvais cocher des affaires. Il y avait comme genre cowboy, là. Je sais pas qui est cowboy comme métier, mais moi, c'est Alberta, peut-être, là. Mais il y avait auteur, puis je l'avais coché déjà en 4e année. Genre, OK, je savais pas, j'aimais déjà... C'était pas auteur écrivain, c'était auteur de BD, parce que j'aimais beaucoup la bande dessinée. Puis c'est là que j'ai commencé à en faire aussi. J'ai une vieille BD de quand j'étais en 4e année, que j'ai fait une reliure, pas juste une page lousse comme ça. Il y a vraiment une reliure que j'ai faite. Des personnages, puis plus ça va, je prenais mes vieux cartables d'école, puis je faisais des livres de même au primaire. Donc c'est là que c'est commencé cette envie-là de faire de la BD. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai lâché un petit peu parce que je trouvais que ça faisait bébé. Puis c'est quand j'ai commencé à lire Ça fait rire que je me suis dit, peut-être que je pourrais faire plus de l'humour, ça passerait mieux au secondaire. J'ai commencé à faire de la BD dans le journal étudiant. Je faisais des caricatures. J'ai caricaturé tous les profs de mon secondaire. Cool. Il était-tu heureux ou il était comme « Hey, le petit tabarnak, j'ai pas un gros menton de même, moi, esti. » J'ai presque vendu toutes mes caricatures aux profs. J'allais les voir, je disais « Qu'est-ce que t'en penses? 20$. » Nice. J'ai fait ça, puis le directeur de l'école, il m'avait demandé d'y en faire une pour dans le bureau. J'ai fait une caricature dans le bureau dans son bureau. Et ça, c'était cool. Puis la caricature, j'ai appris ça. Ça, c'est
anecdote à part, je l'ai appris de mon autre main. Je suis gaucher, j'ai appris à faire de la caricature de la main droite. Pour vrai, tu dessines des deux mains? Ben, peut-être moins aujourd'hui, mais je l'ai faite. C'est pas parce que je me suis dit, Chris, je suis tanné de dessiner la main gauche, je vais commencer la main droite. Là. Je m'étais pété le poignet dans une game de basket. Ouais. C'était peut-être même pas une game de basket. Je pense que j'ai juste plongé vers le mur de même. Hey, ça m'est arrivé, j'ai cassé mon poignet dans un mur. Ouais. Game de football dans un gym, j'avais oublié que Des j'étais dans beaux un murs gym. de gym. Là. Puis ça faisait mal, mais je me suis dit, c'est une entorse, quelque chose de même. Fast forward, 1 an plus tard, ouais, ça s'améliore pas. Quand je fais un push-up, j'ai le goût de pleurer. Peut-être qu'il faudrait que j'aille faire checker ça. 1 an, pas de plâtre. Ah ouais, c'est ça. Fuck! Fait que là, j'étais allé voir mon médecin qui a pris une radiographie. Il dit, ouais, c'est ça que c'est ici. Il y a bien des os. Il y en a plein de petits os. Mais t'en as un qui est fendu un peu. Fait que c'est soit qu'on te l'enlève ou qu'on te met le plâtre, mais ton plâtre, tu vas l'avoir pour un méchant bout. J'étais allé pour la plâtre parce que le bistouri, j'avais peur. Puis c'est ça, je pense que j'ai eu le bras dans le plâtre pendant 6 mois. Shit. Main gauche, fait que j'ai appris à dessiner de la main droite, à écrire un peu de la main droite. Puis je regardais des émissions de télé qui parlaient de caricatures. Puis genre, je vais essayer de faire ça, des caricatures. Fait que j'ai commencé par dessiner des joueurs de basket. Puis après ça, j'ai fait des profs, Cool. une couple d'humoristes, tout ça. Puis quand que je suis revenu avec ma main gauche, j'ai commencé à en faire un peu mieux. Ouais. Puis que j'ai commencé à faire dans le journal étudiant, puis j'en ai vendu aux profs, tout ça. Mais j'ai eu ça, faire ça, des caricatures pour vrai. Là. Ouais, ben c'est ça que tu me disais. Je trippe pas tant, là, parce que j'ai tout le temps peur que ça ressemble pas. Puis c'est arrivé aussi là, que j'ai fait j'en ai fait certaines qu'ils trouvaient que pas ça ressemblait, mais c'est ça que j'ai fait. Je sais pas trop ce que je peux faire de mieux. Ben, le comic 19 que tu as fait de nous autres, j'étais flatté parce que tu m'as pas fait aussi gros que je suis. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Quand je décide quelqu'un, même s'il n'est pas si gros que ça, je fais tout le temps, depuis quelques années, là, je fais OK, recule de 20 livres, recule un peu. Ça veut dire que the camera adds 20 pounds, je sais pas trop quoi. Mais la caricature m'enlève. La caricature l'ajoute encore plus. C'est C'est comme je vois ça, je suis comme tabarnak, je suis en shape. Ah non. Je l'ai remarqué Il est quand juste gentil. j'ai. Non, mais c'est. Je l'ai remarqué quand j'avais fait un livre illustré pour une auteure franco-ontarienne que je l'avais dessiné, puis elle m'a dit « Ouais, tu m'as pas fait petit, hein? » Puis je me vois, je dis « Ça, c'est vrai, je l'ai fait gros, ça m'a tabarnak. » J'ai tendance à faire ça, de mettre le monde plus gros en dessin parce que j'exagère. Ah, ben ça, Ben, c'est une caricature et tout, c'est une ça. exagération. Depuis un bout de temps, j'amincis le monde. Le seul que j'ai pas fait ça, puis il me l'a dit, c'est Simon. Je l'avais pas aminci. J'ai dit, excuse-moi, man. On va en parler de Comic 19. Ouais. Ça, c'était quoi ce projet-là? C'était quoi l'initiative derrière? J'imagine que ça avait rapport un peu avec le COVID. Oui, ça avait rapport au COVID, hein, le COVID-19. Mais ça, on a parlé un peu tantôt, l'humour, ça me passionne depuis toujours. Ouais. J'ai toujours voulu en faire, j'ai toujours eu la chienne d'en faire. Quand j'ai fini mon deck en dessin animé, je m'en allais vers l'École nationale de l'humour en écriture. Mais quand j'ai vu que ça coûtait 10 000 c'est ça qui arrive. j'ai dit, ouais, j'ai pas vraiment cet argent-là. Fait que c'est pas arrivé, mais j'achetais des livres sur comment écrire de l'humour. C'était tout le temps dans le collimateur, mais puis je me disais tout le temps, un jour, je vais faire je vais faire un open mic, je vais faire de quoi. Sauf que j'avais la chienne, j'étais trop gêné, j'osais pas. Puis c'est venu à un moment donné où c'était, ça va être sur mon bucket list. Je vais faire ça une fois, puis je vais l'avoir fait, je vais être content de l'avoir fait. Puis quand il est venu le cours d'écriture humoristique à Gatineau, je me disais, c'est peut-être ma chance de l'essayer. Je sais que je sais comment écrire humoristique, j'en ai fait, mais c'est juste de pouvoir bouncer ça sur du monde, d'avoir quelqu'un qui enseigne ça, me dire si c'est bon ou pas. Ouais. Fait que j'ai fait le cours, ça a juste Parker une autre flamme encore. mais ça a juste validé que j'étais capable d'écrire de l'humour. Parce que le numéro que j'ai fait, ça riait, puis il y avait du monde de différents groupes d'âge. Donc, ça marchait, même si je faisais pas vraiment du live, c'était pas vraiment une prestation. Je me suis dit, OK, j'aimerais ça, faire un open mic, faire un show pour de vrai. J'ai refait valider mon texte par Luc Boilly. Je l'ai envoyé à PB Rivard, Cool. qui a aussi validé. Il a dit, man, t'es prête à le faire ça sur scène? T'es prête. Le texte, t'es prêt à faire ça sur scène? Toi, je sais pas. Fait
c'est là que j'ai commencé à faire de l'humour. En 2018, j'ai fait de l'humour. J'ai commencé à en faire... j'ai fait une vingtaine de shows en 2018. Cool. 2019... Ah, non, 2000... 10 minutes. Parce que 2020... C'est en 2019 que j'ai fait de l'humour pour la première fois. OK. 2019. Nice. Tout 2019, je l'ai fait 20 shows. 2020, début de l'année, je l'ai fait une dizaine, puis j'allais en faire au moins le triple, là, facile. Fait que là, ça a lâché. Mm-hmm. Mais je voulais garder un lien avec l'humour, avec les humoristes, avec tout ça. Puis je me suis dit aussi, mais là, tu as tous ces humoristes-là, il y en a qui ont parti des podcasts, qui veulent faire du contenu, tout ça. Ouais. Mais ça pourrait être une chose de plus que je pourrais faire. Ça va me faire des collaborations, ça va faire une vitrine pour les humoristes de... j'ai commencé avec ceux de l'Outaouais, mais je voulais étendre ça à tout le Québec. Ouais. J'ai pas commencé directement au début du COVID, c'est pour ça que je suis pas encore rendu à 52, parce que je le fais une fois par semaine, mais pas loin. Puis là, chaque semaine, je commence à chaler des humoristes à gauche, à droite. Puis c'est ça a quand même pas mal bien répondu. Ouais. Ils sont super cool, tes dessins. Pour aller les voir. C'est vrai. C'est vraiment J'aime gentil. vraiment ce projet-là. Je trouve ça vraiment cool. C'est une belle idée, man. Puis c'est justement... tu t'es retourné sur un scène, puis ça donne de la visibilité. Justement. C'est cool, c'est le fun. Au début, j'avais beaucoup de temps pour la faire. Là, j'ai comme plus le temps pantoute. En principe, j'arrête à 52. Je suis rendu, je pense que le tien, c'est le 50e. Oh, si je me trompe fuck, pas. OK. Mais je risque de continuer, mais peut-être pas une fois par semaine. Puis je vais peut-être changer un peu le format. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'envoyaient des affaires que c'était plus qu'un strip, qu'une case. Fait que je vais peut-être faire, genre sur Instagram, que tu cliques puis tu vois la prochaine case. à chaque fois. OK, nice. Une petite title card, puis après ça, tu tournes puis tu vois les autres. Cool. Fait que je vais peut-être le faire plus de même parce qu'il m'en reste plus que 2 là, en ce moment En banque, là, que en tu vas banque, faire. que j'ai des gags. Plus, il y en a d'autres, il y en a plusieurs que j'ai invités puis qui me répondent 2 mois après. « Ah, ça m'intéresse. » Puis « Ah, OK. » Ouais, je vais le faire un pour toi, mais là, J'en sors 4 autres, là. Fait que, non, c'est cool. J'aime bien ça faire ça. Puis à un moment donné, je vais peut-être le printer, mais plus pas pour le vendre, mais pour que chaque personne qui a participé puisse aller se l'acheter. Style un peu comme ça sur Amazon. Là, tu peux, ça serait tellement fucking nice. Ouais, parce que moi, je l'ai montré à mon ami, puis il m'a dit « Encore ça, man, c'est vraiment cool. » J'étais comme « C'est une bonne idée. » C'est vraiment une belle idée. Il peut m'amener à ton podcast. Je suis comme, ben là, on va le mettre sur la table tout de suite. On va s'accrocher après une des TV. Mais après l'échelle, juste là. Je vais le mettre à l'écran, là, justement, pendant le podcast pour que le monde y le voit. Là. Puis que je les invite à aller voir ton stock, puis acheter tes livres. T'as publié combien de livres, combien de BD en tout? Des livres, là, j'ai collaboré à plus de 200 livres. Depuis 2007, là, j'ai publié mon premier livre. Là-dedans, il y en a que j'ai juste fait les dessins, ou il y en a que c'est juste la couverture, mais c'est une collaboration pareille à travers tout ça. Que j'ai écrit, je suis rendu à une trentaine de livres que j'ai écrits. Ça compte pas tous les trucs que j'ai fait dans les magazines, là, à gauche et à droite. Là. Ouais. De ce que je connais un petit peu de ce domaine-là, c'est est-ce que tu as commencé avec des livres pour enfants? Moi, j'ai commencé là-dedans, dans les livres pour enfants, parce que c'était la BD que je voulais faire, mais au secondaire, dans un cours d'anglais, j'ai fait un projet, c'était une composition. Le prof, il nous donnait des choix, on pouvait faire un récit, un poème, whatever. Je voulais faire de la bande dessinée, mais elle ne voulait pas. Trop de dessins dans la bande dessinée. J'ai dit, OK, mais c'est écrit conte illustré. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire ça. Oui, il y a moins de dessins, mais il y a moins de texte. Là. C'est ça que j'ai fait. Puis l'enseignante, elle a bien aimé mon projet, cool. Que je m'étais donné à plomb, comme dans tous les projets que je fais. Puis elle m'a dit, je pense que tu pourrais publier ça. Bon, moi, depuis que j'étais en 4e année, je veux faire des livres. C'était pas des albums illustrés même que je voulais faire, mais je voulais faire des livres. Fait que je me suis dit, OK, mais je vais pousser ce livre-là. Et puis, ça m'a pris 10 ans avant que ce soit accepté dans une maison d'édition. 10 ans, je l'envoyais souvent. Je refaisais les dessins quand j'étudiais en graphic design, après ça en animation, je le refaisais. Puis j'étais comme vraiment tête de cochon. Justement, le personnage de mon premier livre, c'était un cochon. Là, puis c'est ça. Quand ça s'est sorti, mais c'était un album illustré, un conte pour les jeunes. J'étais persuadé que je publiais parce que je faisais les dessins aussi. Puis par après, les autres livres, ça a été un peu dans ce genre-là. Surtout que mes premiers contrats professionnels en multimédia, c'était pour des sites d'émissions jeunesse de TFO. Ah, OK. Fait que ça se touchait pas mal. Ça touchait pas mal à ce que... Attention avec la phrase, ça touchait pas mal des enfants. Ça se touchait tout le temps. Mais c'est ça,
Ça touchait pas mal. Là, j'ai fait comme... En plus, j'ai une vanne blanche. Là, j'ai dit... J'ai travaillé avec Jean-François Harrison, fait que ça touchait les enfants. Ça touchait les enfants. Mais ouais, c'était tout le temps des thématiques éducatives, tout ça. Fait que je suis comme un peu tombé là-dedans. Donc, mes 4-5 livres qui ont suivi, ça a été des albums illustrés, éducatifs, tout ça. Jusqu'à temps que je fasse une première bande dessinée. Puis là, mais ça a commencé à se diversifier un petit peu plus. Puis écrire des romans, ça fait juste 2 ans que j'écris des romans. C'est un autre défi que je me suis lancé. Ouais. En fait, il y a des magazines franco-ontariens, au Centre franco-ontarien, qui ont des magazines pour les plus jeunes, les pré-ados, les ados. Cool. Puis ils m'avaient approché pour écrire des histoires, des récits là-dedans. Puis à chaque fois, c'était plus long. Puis à chaque fois, je me disais, oh, shit, je suis pas sûr que je suis capable de faire ça. Puis j'essayais, puis ils aimaient ça, les textes que je livrais. Fait que c'était comme un peu, j'apprenais à écrire plus long, mais en étant payé. Fait que c'était cool. Puis il y a une maison d'édition qui m'a demandé de participer à un collectif où il fallait que je ponde un texte de 5000 mots. Que là, c'était encore là. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. Encore une fois, ils ont aimé le texte, mais le collectif a tombé à l'eau. Sauf que ce texte-là, je l'aimais. Je l'ai montré à une autre maison d'édition. Les autres m'ont dit, c'est super bon, on aime ça au bout, mais c'est trop court. Tu peux-tu faire 15 000 mots avec ça? Oh shit! Je dis, OK. Oh, oui! Je vais essayer. Mais moi, j'ai besoin d'être motivé, mais être motivé, c'est aussi me dire que ça va être fait. Là, c'est essaye-toi. Si on aime ça, on va le publier. Si on n'aime pas ça, on ne le publiera pas. C'est le si on n'aime pas ça qui me stresse de mettre plein de temps sur un projet et qu'il soit juste pas retenu. Parce que s'il n'est pas retenu, es-tu payé? Ou... Ah, ben je suis pas payé. Ça, on pourrait y revenir par rapport à quand je suis payé par rapport à la livre. C'est loin en tabarnouche. Là. Mais non, quand tu proposes un projet, tu n'as pas une scène pour un bout de temps, tu n'as rien là-dessus. Donc, tu fais un projet un peu dans le vide, tu te lances dans le vide jusqu'à temps qu'il soit accepté. Puis même là, c'est pas tout de suite. Donc là, pour que ça avance, parce que je me connais, ça va juste passer à autre chose, là, je m'étais fait un calendrier. Il fallait que je livre un chapitre à chaque 2 semaines à un de mes chums auteurs. Puis on va s'auto-envoyer des projets comme ça. Comme ça, tu t'avances. Puis même si je m'en fous que tu le lis ou pas, là, c'est juste que moi, je le sais que si je te le dois, je vais te l'envoyer. C'est ça. Puis heureusement que j'ai fait ça parce que pour les 7-8 premiers chapitres, j'écrivais mon texte le jeudi soir avant de le livrer le vendredi matin. Mais à un moment donné, j'ai pris plaisir à écrire, puis là, ça allait de plus en plus vite. Puis quand je l'ai envoyé à la maison d'édition, je pense qu'elle m'a répondu 2 jours après, elle m'a dit « J'ai lu ton histoire, c'est beau, je t'envoie un contrat. » On le publie. Ça, c'était... il est sorti en 2019. Puis depuis, j'ai fait 7 romans. C'était tout sur le premier essai. Là. Il n'y en a pas un qui a été refusé parmi les 7 que j'ai envoyés. Là, je travaille sur un autre en ce moment. Puis j'ai comme plein d'autres idées. Puis c'est le fun d'écrire des romans. Ça me prend bien moins de temps que faire une BD. Un roman, ça me prend 40 heures à écrire. Là, si je prends toutes les heures bout à bout. OK, là. Cool. Je le fais pas sans arrêt, là, mais ça me prend 40 heures de le faire. Comme dans The Shining, t'es juste là. Ah, c'est ça. Tandis que la BD de Billy, ça m'a pris... bout à bout, c'est peut-être 8 mois de travail pour faire ça. Puis j'adore ça, faire ça. Le résultat, c'est super le fun. Ouais, mais ça demande beaucoup plus, là. De dessiner une scène intergalactique avec des vaisseaux qui viennent de partout, puis de l'écrire dans un paragraphe, je ne passerais pas le même temps. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est fou, ce monde-là. Comme... Moi, je me dis, après, une fois que tu es rentré, tu as eu une belle relation avec une boîte de production, une maison de production, j'imagine que c'est plus facile après ça de continuer la roue. C'est ça. Une fois que tu as mis le pied dans la porte, c'est plus facile. C'est souvent ça en édition. C'est souvent surtout au Québec, c'est des entreprises précaires qui vivent beaucoup de subventions. C'est ça. Donc, ils doivent vraiment sélectionner les livres qui vont sortir. Puis des fois, il y en a qui en sortent 4 à 6 par année, mais ils reçoivent des milliers de soumissions de projets. Et souvent, ben, ils vont choisir, ils vont commencer par ceux qui, lui, il a vendu un best-seller ailleurs, on va le publier. Même si on ne sait pas c'est quoi son projet. Un tel, on l'a déjà publié, fait qu'on sait que c'est une valeur sûre. Ils ont leur écurie. Donc, pour des nouveaux auteurs, tu as comme un petit pourcentage de possibilités. Il faut que ce soit un coup de cœur, il faut que ce soit un coup de chance, il faut que ce soit toutes sortes d'affaires. Puis c'était un peu ça, j'imagine, pour mon premier livre. Ça a été un coup de chance. L'éditrice, elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup les personnages animaliers, puis c'était un petit cochon, fait que ça a bien tombé là-dessus. Nice. C'est souvent une personne qui reçoit ton livre et qui regarde, non, passe. Ça, c'est un humain, là, c'est pas un algorithme là, qui fait comme c'est bon. J'espère que ça vient pas à un moment donné.
Ben, c'est déjà que c'est les films Hollywood, là, les films de super-héros, c'est comme un comité qui sont comme, OK, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est quasiment c'est ça. plus, c'est à ce point-là, je sais pas votre opinion, mais moi, je trouve que c'est plus de l'art rendu à ça, là. C'est art made by committee. C'est ça. C'est ça Mais que c'est aussi Star Wars. Il y a du popcorn, puis il y a du plus raffiné, mais tu sais, il y en a encore pour tous les goûts. Il y a des recettes que j'aime bien gros d'un film, que je sais, je m'attends à toutes les choses, mais c'est un peu ça que tu veux. Tu dis, oh oui, je l'attendais, cette scène-là, puis... Mais tu sais que c'est pas original parce que ça a été fait maintes et maintes fois. Là. Mais c'est ça, pour publier un premier livre, c'est difficile, mais une fois que tu as publié un premier livre, comme tu dis, ça devient plus facile. Donc, premièrement, avec le même éditeur, mais là, j'ai commencé à publier plusieurs livres. Quasiment chaque année, je sortais un nouveau livre avec le même éditeur. Et là, j'ai commencé à en publier ailleurs aussi. D'autres petites maisons d'édition. Eux ne deviennent pas... c'est pas une compétition, ça? Ben, au début, mon premier contrat, c'était un contrat dégueulasse que j'avais qui me liait quasiment littéralement avec cette maison d'édition-là, même s'ils ne me payaient pas ou qu'ils ne me donnaient pas d'avantages particuliers, que c'était un genre de contrat qui existait dans les années 80 quand il n'y avait plus de maison d'édition puis que les éditeurs pouvaient te donner genre quasiment un salaire pour faire ton travail. Là. OK. Fait que ça n'a pas vraiment de raison d'exister, ce type de contrat-là. Donc, j'ai commencé à biffer dans mes contrats subséquents par après plein d'affaires. Justement, avec mon premier éditeur, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de faire une série animée avec un de mes concepts, mais ça a tombé à l'eau à cause de mon contrat d'édition. Fuck. Donc ça, c'était chiant un peu. Mais justement, mon contrat ne me permettait pas de faire des livres semblables ailleurs. Donc c'est là que j'ai pu commencer à proposer des bandes dessinées ailleurs. Okay. Donc ma première BD qui est sortie une couple d'années par après avec un autre éditeur. Cool. Après ça, quand mes contrats ont comme un peu tombé avec les exigences ou les conditions sont tombées avec eux autres, j'ai commencé à proposer ailleurs, dans des maisons d'édition un peu plus... qui ont un peu plus de visibilité. Puis le premier gros éditeur avec lequel j'ai publié, c'est La Bagnole. Okay. C'est deux comédiens qui avaient parti de cette maison d'édition-là. Nice. Martin Larocque, je ne sais pas si c'est qui. Oui. Puis c'est lui qui faisait les annonces, il faisait des annonces de journal qui ont été parodiées par RBO. Puis il était dans c'est quoi l'émission de télé qui jouait tout le temps? Pas Virginie. C'est ça qui jouait. Pour ados, genre? Ben, c'était comme c'était un secondaire. Watatata. Mais c'était pas Watatata. Son rôle là-dedans, c'était le prof de gym. Okay. Mais tu sais, le gars, il est quand même assez corpulent. Pour un prof de gym, ça fitait pas vraiment. Ben, je sais pas, je connais des profs de gym assez corpulents. Mais en tout cas, c'est eux autres qui ont parti ça, puis après ça, ils l'ont vendu à Québécois. Okay. Donc, tu sais, il y a une grosse plateforme derrière cette maison d'édition-là. Fait que j'ai été vu pas mal. J'ai été sur toutes les plateformes de Québécois avec ce livre-là. C'est mieux vendu. Là, tu t'aperçois que oui, il y a une part de talent, mais il y a une part de la maison d'édition qui est là. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour valoriser le livre aussi? Fait que là, ça m'a permis de faire de plus en plus un nom. Puis maintenant, je publie dans 7-8 maisons d'édition en même temps. Il n'y a pas... C'est cool. Puis même ton approche pour toi, tu dois être rendu plus habitué d'approcher du monde. Oui, ça va beaucoup mieux. Là, on sait maintenant je suis qui aussi par rapport à tout ça. Fait que c'est le fun. Quand tu dis j'ai travaillé sur 200 livres, là, les gens font OK, oui, il a fait ça. Là. Même si je suis zéro connu, on sait je suis qui dans le milieu. Là, j'ai écrit ton nom sur YouTube, puis là, j'ai tombé sur plein de vidéos de toi. Là, j'étais comme cool. Moi qui les ai mis. Ouais, non, mais c'est ça, c'est même pas toi qui les as mis, puis c'est ça, je trouve ça vraiment cool. Tu écris Éric Pelado, auteur sur Google, t'as ta photo. Tu tombes sur moi ou sur le frère à PKP. Ouais, c'est ça. J'allais te demander justement. J'ai une photo avec Pierre Carl que j'avais prise. Je pense que quand j'avais sorti mon premier livre, le livre du cochon, là, je l'avais envoyé. J'avais en tête que pour le rendre populaire, si je l'envoie à des célébrités, pour pouvoir être plus vu. Puis deux qui m'avaient répondu, c'était Julie Snyder puis Véronique Cloutier. Et tabarnak, quand même. Ils m'avaient répondu, merci pour le livre, tout ça. Puis j'avais croisé PKP dans un salon du livre, puis j'avais dit, hey, en passant, il s'en allait, mais j'ai dit, voudrais-tu prendre une photo avec moi, tout ça? Puis j'avais envoyé un livre, blablabla. Puis en disant ça, il y a une petite madame qui dit, oh oui, je me souviens! Puis c'était Julie Snyder. J'ai dit, oh my god! Puis c'est comme elle qui a pris la photo. Nice! Puis t'as pas pris de photo avec Julie?
C'est bon, ça. C'est parfait. Hey, Julie, prends la photo d'abord. Ah, mais elle était super fine. Puis Véronique aussi, je l'avais recroisée par après, puis elle s'en souvenait là, du livre. Il était gros de même, le livre, c'est bien correct. Là. Si tu joues trop avec, les pages se décollent. Mais j'étais content qu'il m'avait répondu, puis ça m'avait vraiment... Ouais, c'est cool, man. C'est vraiment cool. Ça. Moi, j'ai vu Pierre-Carl au bureau de TVA, parce que des fois, je vais là chercher de l'équipement, au porter de l'équipement, puis je l'ai vu, puis en premier, je l'ai pas reconnu, fait que j'ai juste dit bonjour. Puis il était comme bonjour, puis après, j'ai fait « Ah, Chris, c'est Pierre-Carl, ça! » C'est lui qui a parti le building, là! T'as lui ici, t'as-tu? Au Québec, on fait souvent ça, par exemple, quand on voit les... On a souvent le salut comme ça, puis « Ah, si, je pense que c'est... » C'est un petit monde, puis c'est cool, j'aime ce que je vois, là, tu crées tes propres opportunités, comme tu disais tantôt, puis t'as pas peur non plus, puis... Moi, j'ai tout le temps la chienne, là, mais... Mais ça, on va en parler. Le stress puis la timidité, c'est comment que tu as breaké ça pour pouvoir embarquer sur un stage? Tu as été validé avec le cours, tu as envoyé tes textes, il y a des humoristes professionnels qui t'ont dit c'est drôle. Ouais. Fait que là, tu avais la confiance, mais la première fois que tu as fait de la scène, c'était comment? Je dirais la toute première fois que j'ai fait de quoi en avant des gens que je me suis dit, ah, j'adore ce feeling-là. Là. Puis je sais pas pourquoi je ne l'ai pas reproduit par après, c'était au secondaire. Fallait avoir un crédit en or. Je sais pas si c'est 10, 11, 12, fallait que tu aies un crédit en or. Ouais, comme visuel. Plastique ou en plastique, là, ou en visuel. Puis le prof en visuel, je l'aimais pas. Parce qu'elle aimait pas ce que je faisais. Pour elle, la bande dessinée, c'était pas de l'art. Ce monde-là sont tout le temps à cause de ça, même si j'étais ultra gêné, j'étais là en art dramatique, faire mon cours d'art dramatique. Même si je savais que j'allais avoir la chienne, faire des harlequins de ce monde. Peu importe. Et l'examen final, c'était de faire un monologue. Cool. J'ai fait un stand-up en personnage, parce que les personnages étaient super populaires dans les années 90. J'ai fait un personnage, puis j'ai compté des jokes, ça riait, puis j'étais, hey, c'est vraiment le fun de faire ça. Fait que là, j'ai eu un peu la piqûre, mais je n'ai pas refait à rien par après. Mais quand j'ai publié mon premier livre, pour se faire connaître, il faut faire des présentations dans les écoles. Ouais. Au primaire, secondaire, quand j'avais des présentations, souvent, je skippais l'école. Fait que là, je reprenais tout ce que j'avais manqué. Ouais, c'est ça. Puis, vu que j'avais tellement peur, je m'étais préparé des petites fiches où j'avais écrit tout le texte de tout ce que j'allais dire, de A à Z. OK, j'ai 45 minutes à faire. J'avais 45 minutes, je m'étais filmé, tout ça, pour le faire. OK, c'est beau. Première fois que je fais ma présentation, je l'ai faite en 15 minutes, mon Christy de 45 minutes. Oh boy! Fait que ça va être ça. En transpirant comme un cave, là. Un Denis de lait. Je te dirais, peut-être les premières années, c'était tranquillement m'habituer à parler devant des groupes. Puis plus ça allait, plus je prenais du confort. Plus ça allait, moins je me préparais. Peut-être que je connaissais plus ma matière aussi, mais je suis en venu à un point où je mettais des keywords. Je disais, OK, je vais parler de ça, de ça, de ça. Puis je me lâche tous là-dessus. Je raconte des anecdotes aux jeunes, puis selon les groupes d'âge, tout ça. Fait que j'ai construit ma confiance de parler devant les gens en faisant des ateliers de la maternelle, même de la garderie, jusqu'à l'université. Fait que ça m'a pris tout ce temps-là à avoir confiance. Et dernièrement, quand je participais à des salons, des affaires de même, j'ai rajouté un peu de l'humour. Nice. Je disais des conneries juste pour rajouter là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de sauter par-dessus la dernière barrière. Puis la confiance, elle s'est construite à travers ça, mais ça m'a pris du temps. Là. Ouais. C'est beaucoup trop de temps pour ce que ça aurait dû être, mais c'est quand ça en était maladif quand j'étais plus jeune. Mais sachant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais sûrement foncé plus vite, plus tôt quand j'en avais envie. Mais ça fait qu'aujourd'hui, je suis moins stressé. Faire l'humour, c'est un autre paire de manches. Là. Le stress est encore énormément là. Et le stress, je trouve que c'est un peu pire parce que t'as la réaction immédiate du public. Puis dans ta tête, t'es comme, OK, j'ai un punch là, ça va rire. Là, si ça rit pas, t'es comme, oh fuck! Je vais aller à la prochaine affaire vite. Je suis très littéraire dans l'humour, surtout au début. Ouais. Je suis très virgule près. Donc, les premiers numéros que j'ai faits, je les apprenais quasiment au quart de tour. Le premier numéro que je l'ai fait, je pense que je l'ai pratiqué 1000 fois dans mon sous-sol chez nous, à voix haute, m'enregistrer, tout ça. Ça en est venu que, je pense, la troisième fois que je l'ai joué devant le public,
Je les scrapais après ça parce que c'est le commentaire qu'on m'a dit, c'est trop littéraire, puis je le lisais trop, puis je le jouais pas. Ouais. Je dis pas que je le rejouerai jamais, mais il fallait que je me décroche parce que je l'ai. C'est ça, mais tu sais, en même temps, t'as la mentalité auteur. Ouais. Fait que t'es habitué de travailler à la Mais virgule j'essaie de près. revenir à. Puis là, je suis encore dans le stade où je dois tout écrire. Puis j'ai réécrit tout pour que ça l'enregistre parce que c'est une musique aussi, l'humour. Faut que tu aies le rythme dedans. J'arrive à mon punch, après ça, surenchère, etc. Il y a quand même ça qui y va. C'est pas juste de raconter quelque chose de drôle, il faut vraiment qu'il y ait une structure. Il y en a qui sont super bons. T'en as eu plein des invités qui ont fait de l'impro, qui pour eux autres, ils peuvent revirer sur quelque chose, mais moi, je peux bloquer sur rien. Là. Je peux avoir comme quelqu'un qui va tousser bizarrement, puis je vais tout oublier. Donc, c'est important que ce soit enregistré, mais il faut que je prenne l'enregistrement, puis que je joue là-dessus. C'est ça. Que tu le vis vraiment sur scène, à la place de juste de lire les mots, voir les mots, tu sais, que tu le racontes pour de vrai la fois. Puis c'est ça qui vient dur quand que tu le pratiques tellement, c'est que tu le connais tellement, fait que ça devient que comme mais la fois que j'ai vu ma grand-mère, mais tu le comptes pas vraiment. La fois que tu as vu ta grand-mère, tu te dis comme la fois que j'ai vu ma grand-mère, comme la phrase. Exactement. Qui peut être difficile. Moi je suis à la même place que toi. Là. Je pratique 100 fois avant la journée même mettons, d'un 5 minutes dans l'open mic. Je vais pratiquer peut-être une dizaine de fois dans la journée même. Puis avant ça, je me suis enregistré, je le pratique dans le char. Puis là, mon nouveau truc que j'ai maintenant, c'est de l'écrire au complet, d'A à Z. Puis j'écris pas en lettres cursives, j'écris en lettres majuscules, style bande dessinée, fait que c'est long en tabarnouche. Moi, tout, j'ai jamais passé au cursif. Moi, mon écriture a fini en 4e année. Moi, c'est belle écriture, bande dessinée, docteur. En fait, je mélange cursif puis l'autre, je me rappelle même plus. Puis juste, tu regardes ça, t'es comme, c'est un trisomique qui a écrit ça. Mais quand j'écris, quand je vais écrire des idées vite faites à cursive, c'est vraiment un piège parce que je ne comprendrai plus rien. Littéralement, je ne comprends plus rien. C'est pour ça que j'essaie d'éviter. Là. Mais deuxième numéro que j'ai fait, j'essaie de jumeler BD puis l'humour régulier. J'ai un numéro avec des bulles. Celui-là, je l'avais créé pour mon premier numéro en anglais parce que je n'étais pas à l'aise avec mon accent. Donc, j'avais un peu de gags que je parlais, mais le 3/4 des gags, le monde le lit. Nice! Donc ça, c'est littéraire, mais c'est voulu. C'est juste une coupe de blagues comme ça. Puis ça avait vraiment marché, celui-là. Fait que j'ai bien eu du fun à le faire. Cool. Fait que c'est ça, j'ai vu que tu en avais fait en anglais aussi. Ouais. Puis ça, c'était quoi? Un autre défi que tu voulais te mettre? Un autre barrière que tu voulais sauter? Moi, j'ai une famille, j'ai une job. Je dis pas que tout le monde a des jobs, là, mais... Je peux pas dire, OK, je me lance là-dedans. Pour moi, ça va toujours rester part-time, l'humour, mais je vais avoir quand même l'occasion d'en faire plusieurs sans être obligé d'aller à Montréal, sans être obligé d'aller super loin. Je me suis dit, je suis capable de parler en anglais, je me débrouille en anglais. Il y a une couple de clubs de l'autre bord, je peux peut-être essayer d'aller en faire en anglais. Je peux peut-être me débrouiller. Je suis allé faire un cours en anglais aussi pour me donner cette confiance-là, le cours au Absolute Comedy avec Pierre Brault. C'est super cool, le cours, là. Encore une fois, j'ai pas nécessairement appris sur l'humour, c'est plus le fait de travailler en groupe. On écrit, on se pratique les uns en avant les autres et ils commentent la performance. Puis le cours se termine avec un show devant le public. Nice. Ça, c'était vraiment cool aussi. Puis ça, j'ai fait ce numéro-là. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, je pense que je suis capable de le faire. Je pense que j'ai 2 minutes à la fin, que je compte des jokes parlés, puis ça riait aussi. Nice. Pas juste parce que j'avais un accent weird. T'as pas juste fait comme I go to the bar. I'm gonna speak now and this is it. I know English. Mais t'avais-tu traduit un de tes textes en français? Je l'avais fait en anglais. C'était un nouveau texte. Ouais, c'est un nouveau texte en anglais que j'ai fait là. Puis je pense que je suis allé le faire. Je l'ai adapté en français aussi pour aller le faire. OK, cool. C'était peut-être au Minotaur que j'étais allé le faire la première fois. Cool. Puis ça a autant marché en français aussi. Fait que c'est le numéro que j'ai fait le plus à date. Là, sur les 30 numéros que j'ai fait, je pense que je l'ai fait 15 fois celui-là. OK, nice. Fait que c'est celui que j'ai fait le plus. Puis je l'ai fait, c'est le premier numéro que j'ai fait que je me suis fait payer. J'ai été payé 3-4 fois pour le faire celui-là. Nice. Autant, je l'ai fait au Yuck Yucks 3 fois, ce numéro-là. Nice. Ça, c'est cool, hein? Oui, puis on m'a demandé au Yuck Yuck, c'est pas moi qui ai dit hey, j'aimerais ça venir faire. Là. Nice. Ça, c'était vraiment le fun. Ah, ouais. C'est cool, j'aimerais ça l'essayer en anglais.
J'aimerais ça, juste voir le... Mais il y a des bons clubs à Ottawa. J'aime bien le Absolute. Là. Le Absolute, c'est plus comme c'est plus vibe, genre underground, plus comme... Tu vas... Yox Yox, c'est plus le mainstream club, là, mais Absolute, c'est comme... Ouais. Tu feel... Moi, j'avais bien aimé ça, mais Yox Yox et tout, c'est fucking nice. Là, ils vont déménager. Ben, là, ils n'ont plus leur place, là, les Yox Yox, malheureusement. Là. Ouais, ok. Parce que je pense que c'est le restaurant qui était au-dessus qui ont... Ils ont fermé. Fait que les autres, ils sous-louaient, fait qu'ils se sont fait jeter en dehors. Donc, ils vont refaire à un autre endroit, mais c'est ça, je commençais à en faire de plus en plus. Puis il y a beaucoup de places en anglais qu'on peut faire côté d'Ottawa, mais beaucoup de places que tu fais devant 5-6 personnes. Là. Ouais, c'est ça et tout. Là. Mais ça te permet de pratiquer en masse. Oui. C'est cool. C'est de l'expérience, c'est ça que tu veux en tant que. Oui, c'est le fun. Les fois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de recommencer à en faire, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à en faire. Ouais. C'est ça qui est poche un peu. Là. C'est ça qui est triste en ce moment aussi. Dans le podcast, on est comme, on parle de show, mais on est tous comme, je ne sais pas quand est-ce que ça recommence. Jamais je vais faire online parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire de l'humour, c'est que pour avoir le feedback tout de suite, la réaction tout de suite avec des livres, tu ne sais pas. Il y en a des fois qui vont t'écrire, mais généralement, tu ne sais pas comment que les gens vont réagir. Ouais, c'est comment ça, comme le fait que tu publies quelque chose, puis à part peut-être 3-4 emails, tu sais pas comment c'est reçu. C'est-tu comme, ça te met-tu une anxiété de je suis-tu bon, je suis-tu mauvais, je sais plus. À moins d'être une vedette, là, tu te sens comme de la merde. Tu te dis, il n'y a personne qui lit mes livres. Là. Ouais. C'est quasiment l'impression que tu as. Puis à chaque fois que je vais dans une école où on me dit, ah oui, on a tous tes livres, qu'un jeune me dit, j'ai eu ce livre-là quand j'étais tout petit, ou des affaires comme ça, tu t'en rends pas compte, parce que tu n'as jamais la réaction tout de suite. Là. Fait que c'est tough. Puis c'est un peu une des raisons que je voulais faire de la scène pour avoir cette valorisation-là envers mon écriture. Là, maintenant que j'ai une couple de livres qui sont un peu plus lus, puis que j'ai un peu plus la chance d'être vus, mais je perçois plus les réactions des gens. Ouais. Donc ça, c'est cool. Mais c'est souvent peu. C'est rare que tu vas voir beaucoup de... C'est ça, c'est rare que tu lis un livre, puis là, tu fais « Ah, je vais aller écrire un courriel à l'auteur pour lui dire que c'était bon. » C'est quelque chose, c'est une pratique que je trouve qu'on devrait plus faire, mais c'est comme tout. C'est comme... Moi, je suis tannant avec ça. Là. Parce que je pense que c'était c'est peut-être Mike Ward ou un autre dans un podcast qui avait dit quand on est en esti contre quelque chose, on le dit. Ouais, les gens qui sont pas contents vont le dire. Ceux qui sont contents, qui ont aimé quelque chose, généralement, ils vont juste « Ah, c'était le fun », mais ils vont pas prendre la peine d'aller le dire. Ouais. Puis fait que là, comme artiste, tu reçois souvent de la merde, puis tu dis « Ah, personne m'aime ouais. ». C'était pas les bons commentaires. Puis... Surtout en temps, mettons, de COVID comme ça, qu'on sort des projets comme nous avec le podcast, il faudrait quasiment créer de la controverse pour que les gens commentent. Mais là, je vois pas personne en vraie vie. À part là, tout le monde que je vois en vrai, ils sont comme « Ah oui, j'ai vu cet épisode-là, j'ai fait ça. » Mais je suis comme « Ouais, mais ça, on le sait pas, le feedback, on le sait pas parce qu'on voit personne en vrai. » Puis c'est rare que les gens vont commenter, faire bravo. Pour tout le monde, je l'ai fait. C'est quoi? J'avais lu le livre Catch Me If You Can. Je sais pas si ça dit quoi l'histoire, c'est Leonardo DiCaprio. Oui, le film. Le Con Artist. Je trouve ça vraiment cool, cette histoire-là. J'ai écrit Léo, non pas Léo. L'auteur, le vrai Con Artist, j'ai écrit, puis le gars m'a répondu. J'ai dit, oh my God, c'est cool. Puis il y en a plein comme ça à qui tu écris, puis sont juste contents que tu leur envoies des commentaires comme ça, mais après ça, c'est pas de commencer à... faire comme « Je sais où tu vis! » Hey, des fois, tu manges comme c'est là, ça fait bon! J'avais fait ça à toi aussi. Au début, j'avais vu ton podcast apparaître, puis je t'avais écrit, parce que je trouvais ça vraiment bon. Tu m'as fait découvrir des artistes franco-ontariens que je connaissais pas. Puis ça, j'avais pas écrit pour que tu m'invites. J'avais écrit vraiment parce que je trouvais ça cool. Parce qu'il y en a plein au Québec, mais on voit moins d'artistes franco-ontariens. Puis c'est ça, je me donne comme devoir d'aller les écouter, justement, pour découvrir les talents de la région. Les talents, Merci, man. C'est un peu le but, là. C'est comme quand on a commencé ça. Moi, je voulais avoir une soirée d'humour, un laboratoire à l'été. Puis ça a choqué, parce qu'on le sait. Mais c'est ça, le podcast, je me suis dit, je vais pouvoir encore connecter avec mes amis artistes, pas me sentir seul, puis découvrir du monde. Parce que habiter tout seul en temps de COVID, c'est pas... Ah non, c'est foutaise. Puis même quand... Tu sais, moi, je suis chanceux, là, j'ai 2 enfants puis une femme, mais
voir tout le temps le même monde, tout le temps, ça vient long aussi. Ouais. Tu veux sortir, puis c'est justement plus tôt, j'étais trop stressé pour sortir de chez nous parce qu'on ne sait plus quoi faire. On vient qu'on est dans un coin du mur, on dit j'ai-tu le droit? Je suis trop proche du coin. C'est ça vient fucking tough. Mais on essaie de continuer à vivre, puis que le bateau il continue à rouler, comme on dit. Comme on dit. On va pouvoir bientôt recommencer à faire des shows. Moi, je pense qu'au début, je vais plus recommencer à aller voir des shows. Puis tranquillement, je vais m'y remettre, mais je vais sûrement refaire les cours juste pour... J'ai même pas besoin de les faire, mais c'est pour repasser à travers le processus de confort. Puis d'avoir les gens autour aussi, là, parce que je côtoie pas les humoristes à tous les jours non plus. Là. Ouais, c'est ça. Je comprends. Il faut que tu restes dans la gang, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais avec Comic 19, là, je pense que c'est un projet parfait pour ça. C'est vraiment le fun pour ça. Puis je suis sûr que les artistes apprécient voir. Je suis sûr qu'ils trippent bien raide. Là. Ouais, la plupart. Je pense pas que j'ai pas de commentaires négatifs. Du tout, il y en a qui étaient plus pointilleux sur certaines affaires, mais en général, c'était comme... tout le monde trippait bien gros. Là. Cool. Moi, je suis de excuse, Matt. Moi, je suis de la perception de comme... L'artiste, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il fait, fait que tu le laisses faire ce qu'il fait, tu sais. Pour moi, c'est ça. Comme, mettons, souvent, quand je me promenais au Comic-Con, tu sais, puis je rencontrais des artistes indépendants, puis ils faisaient des commissions. Je suis comme, j'aimerais savoir une commission, mais tu sais, j'ai pas de détails spécifiques. C'est toi l'expert, c'est toi qui vas me dessiner. Puis je pense que je me baignais souvent quand j'étais plus jeune dans la scène de comics indépendants, comme à Montréal. Puis je pense t'avoir aujourd'hui, ça a comme rallumé cette flamme-là. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie d'aller dans un sous-sol d'église un samedi à fucking Montréal avec du monde aussi, tous les événements, autant les sous-sols que les plus gros événements, là, je m'ennuie de ça parce que c'est étourdissant comment il y a du monde, mais autant des visiteurs et des artistes. Même comme artiste, tu veux jaser avec tout le monde. Là. Ouais. J'aurais jamais cru dire ça, mais comme je m'ennuie des conventions. Moi, je vois plus conventions horreur. Ouais. Je m'ennuie de l'odeur des gens qui n'ont pas mis de déodorant. Quand le COVID est fini, puis je vais aller à ma première convention d'horreur, je vais sniffer tous les fans d'horreur. Ah yes! Parfum de Basement 95. Si mettons, je retourne à tes dessins, t'as ton style vraiment à toi. Je trouve que tes dessins sont uniques. De quoi tu t'inspires? Comment que il doit avoir évolué tes dessins, là. J'imagine que tu dessinais pas comme ça quand t'avais 10 ans. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça, mais tu piges un peu partout, hein, dans ce que tu lis, dans ce que tu consommes. Puis j'ai des trucs qui vont dans différents registres, mais qui reviennent tout le temps autour d'un style plus cartoon. Là. Même quand parce que j'ai eu ma passe encore là. Les livres de Michel Rabagliati, je ne sais pas si tu connais, là, Paul à Québec. Il y a eu un film, Paul à Québec. Là. C'est inspiré d'une bande dessinée. Okay. Donc, il y a tous ces romans graphiques-là, que c'est du noir et blanc, style plus simple, mais qui racontent des histoires plus qui peuvent être touchantes, qui peuvent être qui n'intéresseront pas les plus jeunes. Un que je recommande, puis un dessin animé de ça, là, c'est Persepolis. Je ne sais pas si tu connais, là, Persepolis. Là. Non. Ça raconte plus l'adolescence d'une jeune Iranienne. Puis c'est de celle qui a fait la bande dessinée, qui raconte toute son enfance à travers cette BD-là. Cool. Puis c'est un style super simple, mais c'est super intéressant de voir comment ces gens-là ont grandi à travers les différents régimes politiques. Puis le dessin animé est vraiment écœurant aussi de ça. Puis il y en a plein. Il y en a un autre aussi que je lis beaucoup. Puis au début, je pensais que c'était un nom inventé. Là. C'est Riyad Satouf. On rit de Satouf. C'est un auteur de BD algérien, mais qui habite en France. Puis lui, il raconte toute son enfance. Il a habité en Algérie, mais je pense en Iran aussi, en Irak, il y a différents pays là. Puis il raconte la réalité de ces endroits-là. Puis il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là. Nice. Et tout ce genre de BD-là, j'ai lu ça. Ça m'a inspiré à faire mes propres bandes dessinées un peu dans ce style-là. Mais je reviens tout le temps dans mon style cartoon. Tout ce qui est Safari m'a inspiré beaucoup dans mon style de dessin. La BD franco-belge, ça c'est Spirou, Astérix, Lucky Luke et compagnie. Fait que tout ça, c'est comme un amalgame de ce que je fais comme BD, puis j'expérimente avec, comme là-dedans, il n'y a pas de trait de contour. C'est ça, t'as pas de ligne. Sur les BD, mais il y a quand même une familiarité avec ce que je fais dans mes BD plus comme ça. Là. Fait que c'est ça. Ça l'a évolué avec le temps.
même si j'expérimente à gauche et à droite, il y a un style qui revient. Même si moi, j'ai l'impression que je dessine dans des styles super différents, on me dit tout le temps « Ah, je reconnais ton style, ou ci ou ça. » Même si je fais un projet que... c'est pas du tout ça que je fais d'habitude. Okay. Ça a l'air que ça se ressemble. Ouais, c'est ta plume. Oh, oui, ça vient de ta main, ça vient de tes deux mains, je le fond. Oui, la plupart, c'est de la main gauche. Mais mes premiers livres, je les ai tracés de la main droite à la souris. C'est comment à souris? Oh, c'est terrible, là, mais... Ouais. Ça doit être l'enfer. T'as-tu comme, j'estime, tu dois avoir une tablette, genre de... Maintenant, oui. Ça fait peut-être 10 ans quasiment que je travaille avec une grosse tablette graphique, mais avant ça, j'avais de la misère parce que c'était un style tapis de souris, puis là, tu voyais la souris qui bougeait comme ça. J'avais ça, comme, quand j'étais jeune, j'avais une bambou, là, et était comme littéralement le size d'un crise de mousepad, puis là, avec un crayon, au moins c'était un crayon. Je suis pas capable de travailler là-dessus pendant tout. Là. Je n'avais acheté une coupe que j'ai revendue quasiment pour des peanuts. Puis j'avais vu un de mes chums qui travaille en animation qui avait la grosse tablette Cintiq. Puis j'étais comme, oh my god, c'est vraiment cool ça. Je l'avais testé. Puis je m'étais dit, je voulais acheter ça, mais c'est vraiment cher. Finalement, je m'en suis pogné une petite. C'était trop petit pour travailler dessus, mais c'était juste pour faire l'expérience. Après ça, j'en ai acheté une usagée. Quand celle-là l'a pété, là, je me suis acheté la bonne grosse. Tu t'es gâté. Je me suis gâté. Nice. Là, je travaille là-dessus depuis un bon moment, puis c'est tout numérique à cette heure. Ouais, c'est ça. C'est quasiment tout numérique. Ça va vite pour coloriser, justement. Mais comme... Oui, bien, pour colorier, ça va plus vite, mais en même temps, tu sais, sur un dessin sur papier, tu peux pas zoomer fois 1000, tandis que à l'écran, tu peux aller voir un défaut vraiment trop proche. Puis des fois, tu capotes sur un défaut. Ça, c'est une affaire de toi. Il n'y a personne qui est comme digital. Quand je dessinais sur papier, le nombre de papiers que j'ai froissé puis que j'ai goroché en sacrant, là, je fais pas ça avec ma tablette. Ça coûte très cher. C'était-tu dur de t'adapter? Parce que, tu sais, au crayon, tu vois ton dessin, tu vois ta ligne à mesure, mais là, il faut que tu regardes ton écran pour voir ta ligne. Non, mais c'est la tablette, c'est directement... à cette heure, ils font avec comme un list. C'est fucking nice. Puis j'ai mis un genre de filtre là, sur l'écran qui est granuleux. Fait que c'est comme si je dessinais sur papier, mais un papier qui me flash de la lumière dans les yeux. Mais c'est quand même comme papier, fait que c'est cool. Ça va super bien. Cool. Des fois, je vais faire des croquis sur papier juste pour le fun, là, mais généralement... C'est ça, t'as-tu délaissé le papier? 95 oui. Ouais, hein? C'est juste rendu tellement plus simple de comme... Juste à faire à l'ordi, t'as pas à scanner, là. Puis, Des fois, je vais faire des croquis sur papier, puis je fais ça de même. Je suis comme, ah non, c'est vrai, CTRL-Z, c'est bon. Ouais, il faut que j'utilise l'efface. L'efface, là, puis L'âge d'or, les effaces. Il y en a encore qui dessinent complètement sur papier, mais moi, je suis trop... je salis trop quand je dessine sur papier. C'est trop... je barbouille trop, fait que je préfère beaucoup de dessiner à l'écran. Là. Moi, c'était... Quand j'étais plus jeune, j'avais comme du papier et des marqueurs comme professionnels. Puis je suis comme, tabarnak, imagine faire ça pour une bande dessinée au complet. Moi, j'étais vraiment dans le manga, fait que ça, au moins, c'est noir et blanc. Là. Mais Chris, imagine ton vieux feutre, puis... non, couleur, j'ai jamais fait ça sur papier, là, à part des projets au secondaire. Oublie ça, là, c'est commencer à bien dessiner, puis aller de même pour aller plus vite. Là, je suis pas capable de faire ça. Ouais, puis tu vois toutes les lignes. Là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, si je te demande de choisir entre tes bébés, tes créations, peux-tu me dire ton préféré? Parmi les livres, tu vois? Ouais, les livres. Ça, c'est... les jeunes me posent souvent cette question-là. C'est quoi ton meilleur livre? C'est quoi ton préféré? Je dis tout le temps la même affaire. C'est comme si tu me demandais c'est lequel de mes enfants je préfère. C'est quel tu préfères. Ouais, c'est ça. Ils se rendront pas ici, tu peux le dire. Mais non, c'est... Parce que par rapport aux livres, il y en a que il y a une raison pourquoi je les aime, puis d'autres, je ne vais pas les aimer pour les mêmes raisons. C'est ça, moi j'ai eu. Tous les autres dans les écouteurs. Mais parce que tu sais, mon premier livre que j'ai fait, ça a été le cheminement, la réalisation d'un de mes plus grands rêves de faire des livres. Mais ce livre-là, comme contenu, tu sais, je grince des dents quand je le regarde. J'en ai plein d'exemplaires qui me restent à la maison parce que j'ai racheté les exemplaires qui restaient. Le dessin, je ne dessine plus vraiment comme ça. L'écriture, c'est ordinaire, mais le livre représente beaucoup. Fait que, on dit tout le temps, les plus récents, tu essaies de t'améliorer tout le temps, mais il y en a à travers le temps qui ont des raisons pour lesquelles je tripe beaucoup. Le livre de Billy, je tripe beaucoup, point de vue. C'est un livre qui va chercher beaucoup des sphères qui me plaît, l'humour, la BD, tu sais, tout cet univers-là, j'adore. Mais là, j'ai commencé à écrire des romans, puis
suis vraiment fier de moi d'avoir écrit des romans parce que je suis pas la personne la plus éloquente. Quand je parle, en entrevue, je vais utiliser plus des gros mots, mais en général, je parle comme un gars de construction. D'ailleurs, le 3/4 du monde dans ma famille il travaille en construction, fait que j'ai cet accent-là aussi, où je me mets à sacrer d'un bout à l'autre. Donc, que je puisse écrire des livres, ça me fascine, puis j'aime ça faire ça. Donc, les romans que je suis en train d'écrire, je trippe au bout. La première BD que j'ai faite, j'étais vraiment fier, mais les plus récentes, comme ça, c'est un projet que j'ai vraiment adoré faire, même s'il n'y a pas eu le succès commercial que j'aurais voulu qu'il y ait. Puis des fois, c'est juste une question de circonstances, parce qu'il y avait eu des intérêts en Europe, mais par le temps que ça se rende, la collection qui aurait pu le prendre a arrêté d'exister. Et ça a comme chié là. Donc, j'ai trouvé un autre éditeur, mais cette maison d'édition-là, c'était peut-être pas la meilleure pour ça. Fait que ce projet-là, j'avais planifié de faire plusieurs titres. C'est pour ça qu'il y a un tome 1, mais il n'y a pas d'autres tomes après ça. Il y a juste un tome 1 dans le titre. Mais moi, j'avais déjà des plans pour en faire 7, 8 et plus. Là. Donc, c'est dur de dire quel projet. Je peux pas mettre le doigt sur un seul projet. T'as des raisons différentes des aimés qui sont tes préférés. Un autre rêve que j'avais, c'était d'écrire un livre qui parlait de marde. Puis justement, l'année passée, j'ai sorti Abracacadabra. Nice. L'histoire d'un enfant qui flush pas ses tas de marde. En gros, c'est ça. C'était chez nous, mes enfants, ils flushaient jamais leur caca, puis c'était jamais eux autres. J'ai dit, c'est pas un tas magique. Puis j'étais comme Abracacadabra. Puis j'ai écrit une histoire. C'était le père, il sait que c'est sa fille qui a pas flushé, mais il fait une enquête à travers la maison, puis voir tous les animaux, puis il dit, c'est toi qui as chié. C'est pas de même, là, mais. C'est un livre pour avant. C'est toi, mon tabarnak, qui a chié, là, ce petit gros étron dans le bol, calice. Puis il finit à la fin que c'est un tas magique, on fait la formule magique. Puis ce livre-là, j'ai fait un numéro de stand-up où je parle beaucoup du fait que j'ai écrit une histoire qui parle de merde, puis je vais là-dessus, puis ça rit au bout, mais. Quand j'en parlais, il n'y avait pas de livre encore. Là, j'ai le livre publié. Là. Fait que la prochaine fois que je l'ai fait, ce numéro-là, je vais sortir le livre. C'est fucking drôle. Puis, est-ce que des fois, tu t'inspires de des gags dans tes BD que tu as déjà écrits pour ton stand-up, que tu l'adaptes en... Il y en a que j'ai pris dans des livres. Ben, le livre de... Ça, c'était un peu les deux qui se sont jumelés. Le livre, parce que des fois... Je vais parler beaucoup du fait que je suis auteur dans mes stand-up, parce que j'essaie d'avoir ma couleur à moi, puis aussi, vu que j'ai un certain âge, puis je commence à faire de l'humour, mais le public dans les bars, tout ça, c'est pas vraiment le monde de mon âge. Fait que si je commence à dire « je suis en train de me construire ça dans ma maison », puis il y en a qui vont dire « T'es qui, toi, Chris? » Moi, j'ai un appartement, j'ai un chat. Fait que... Je vais parler de mon métier qui peut intéresser plus de personnes. Puis, donc, il y a beaucoup d'affaires qui ont rapport au fait que j'écris des livres, je fais de la bande dessinée. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans mes stand-up. Cool. Il y a des gags là-dedans, j'ai ramené. J'ai un numéro sur le dentiste, que c'est beaucoup lié au fait que les dernières années, je me suis fait insérer des broches, je me suis fait faire des facettes. J'ai mis bien l'argent dans ma gueule les dernières années. Mais j'avais des gags autour de ça, comme le fait qu'on est toujours les derniers à savoir qu'on pue de la gueule, même si on a des narines qui pointent directement vers notre bouche. Puis j'ai ce gag-là là-dedans, où le gars dit ça à la fille pendant leur première date, puis c'est drôle, hein, t'as jamais remarqué ça? Puis elle a dit, oui, c'est rigolo. Puis à la fin, il finit, elle dit, veux-tu avoir une pastille? Elle a dit qu'il n'y a plus de la gueule. Et ce joke-là, je l'ai ramené, mais je l'ai transformé. Nice. Il y en a là-dedans, parce que c'est tous des liners là-dedans, c'est du strip, c'est beaucoup du liner. Là-dedans, ça se peut qu'il y en a que j'ai repris aussi, parce que c'est beaucoup dans l'humour, des gags que tu vois ici et là, que tu vas aller rechercher. Puis justement, il y a beaucoup de liners dans tout ce que j'ai écrit qui est sur la table ici. Donc, je peux aller recycler des trucs là-dedans puis construire là-dessus. C'est où qu'on peut acheter tes livres? Il y en a qui sont en librairie. Ceux qu'on voit ici, là, c'est vraiment, il faut aller sur mon site à moi pour les acheter. Je pourrais t'envoyer le on va le mettre dans la description. Dans la description. Parce que j'ai mon... Acheter des livres, tabarnak, c'est bien lire. Mon site Square, que j'ai tous mes livres, sont tous là. Puis parce que ça aussi, il n'est plus disponible en librairie. J'en ai chez nous, ça. On peut l'acheter direct sur Amazon, mais je peux mettre le lien aussi. Je fais pas une scène là-dessus, mais c'est drôle. C'est drôle que je fais pas une scène, mais c'est drôle aussi ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ben oui. J'ai écrit tantôt Éric Pelado sur Google, puis je vais voir tous tes livres. Tu peux, je pense peut-être que j'étais tombé sur ton site. Ou ça se peut. Des fois, les compagnies, c'est ça, avec Amazon. Archambault aussi, probablement.
c'est ça. N'importe où qu'ils vendent des livres, tabarnak, lisez. Pas au LCBO, là. Ouais. C'est bon pour vous autres. Faudrait que tu pousses le marketing. Une BD, pas une petite bière. Ah ouais. Eric, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains 5 ans? Qu'est-ce qu'on me souhaite les prochains 5 ans? Que ça continue de monter comme ça va. Là. Ça prend du temps à se faire un nom dans ce milieu-là. Puis là, on dirait que je suis sur une bonne aire d'aller. Dans la dernière année, j'ai sorti 7 livres avec des différents éditeurs puis des projets. Je pense que j'ai 4 de mes livres qui ont retourné en réimpression, c'est-à-dire qu'ils ont tous vendus puis qui en réimpriment. Malade. Un best-seller, tout grâce à moi, pas grâce à l'autre qui a écrit le texte, là, on s'entend. C'est pas comme s'il était à la radio tous les jours puis qu'il faisait des one-man shows. Là. Ouais, c'est qui encore? Billy Tellier? Quelqu'un... Je pense que c'est un animateur de quiz, je pense. C'est ça. On va souhaiter à tout le monde, c'est sûr, que ça reparte à la normale, qu'on ait plus besoin qu'on puisse en faire des 5-year plans en masse. Ouais, c'est ça. Parce que... On va tous pouvoir mettre des plans puis dire qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans puis pas dire quand que j'aurai plus de masque, là, on pourrait recommencer à faire aller rire. Dans 5 ans, je veux pas mourir. C'est ça. Ah, moi il me reste encore un peu de cheveux, mais ça, je sais que c'est un plan de 5 ans qui ne marchera pas. ça dégarnit sans cesse. Tu peux tout de suite commencer à t'en faire greffer, puis ça va être... Ouais, c'est ça. Je peux t'en passer, je me les arrache beaucoup de ce nain-ci. Mais l'affaire, c'est ici, je suis pas sûr, ça va rester un petit peu. C'est ici, ça se dégarnit plus vite. Ouais, la couronne, c'est ça. Ouais. Ça peut être traite, parce que tu dis, c'est encore tout beau, puis tu vois pas ici que c'est comme dégueulasse. Là. C'est rare que tu regardes. Ça me pique sa tête, là, un gros coup de soleil sur le top. C'est comme noir, mais c'est juste brûlé. Là. Ah, ça, c'est un plan, ça. J'ai les cheveux plus gris à cette heure, là, mais tu sais, ça va être noir, fait que ça va l'air que c'est ça. Juste à me brûler le top de la tête. Tu vas te faire tanner le top de la tête. Juste faire un tatou, c'est juste noir. On va faire comme ma mère, je vais mettre de l'huile à la place de mettre de la crème solaire. Oui. Des huiles essentielles straight dans la tête. Mais merci Eric, j'ai vraiment aimé mon expérience avec toi. C'était merci beaucoup à vous autres. Puis c'est ça, je vous souhaite que ça lâche pas. Là, puis que... Tu parles du projet ou du fucking son? Lâchez pas le son. Puis je vais continuer à regarder votre podcast pour découvrir d'autres artistes. Ouais, c'est vraiment le fun pour vous écouter. Là. Merci, t'es gentil d'être venu, puis t'as des belles pour œuvres. Merci pour puis vous avez chacun votre livre comme ça, vous allez nice. Cool. À l'intérieur. Puis on va en acheter d'autres aussi. Ouais, c'est ça, je m'attends. Là, je vais checker ça. T'attends les ventes. Ça faut que ça vienne de Bourget, tabarnak. OK, bye! Fuck you, Guylaine. C'est Guylaine qui s'appelle. Fuck you, Guylaine. Fuck you, Guylaine. All right.